Hello Alexandre, je Salut! suis, je suis vraiment super heureuse de t'avoir aujourd'hui à mon micro pour qu'on parle produit impact sociétal. Ça fait un petit moment qu'on échange toi et moi, mais ça y est, on a enfin trouvé le temps d'enregistrer un épisode. Alors Alexandre, tu es le directeur produit de l'association Entourage depuis un peu plus de 3 ans, il me semble. Avant de commencer, est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pas assez, ce qu'est Entourage? Alors, Entourage, comme tu l'as dit, c'est une association qui lutte contre la précarité et l'isolement social. En fait, on part du principe que la plus grande des pauvretés, c'est l'isolement social, parce que toute forme de précarité matérielle, en fait, elles prennent racine dans une sorte d'isolement social. J'imagine que toi, tu vois, si demain tu as un coup dur dans la vie, tu peux compter sur ta famille, sur tes voisins, tes collègues, etc., qui constituent des réseaux de soutien pour t'épauler en cas de coup dur. Et ben quand tu n'as plus ces réseaux-là ou quand tu n'en as pas du tout, il est beaucoup plus compliqué de s'en sortir tout court. Je sais pas si on a un peu de temps, mais il faut savoir qu'en France, il y a 11 millions de personnes qui sont en situation d'isolement social. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 11 millions de personnes qui ont moins de 3 conversations par an, au-delà d'un simple bonjour, Ok. et que parmi elles, il y en a 5,3 millions qui sont en situation de précarité économique aussi, et 330 000 qui sont sans domicile fixe. Donc, tu vois, pour ces deux dernières catégories de personnes, il est beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Et nous, c'est ces Ouais. personnes-là qu'on va aller adresser. Et on pense que la solution, en fait, elle réside dans le fait de retrouver du lien social, de retisser des réseaux de soutien auprès de ces personnes en situation de précarité. Et donc, c'est ça qu'on fait. On va engager tout le monde auprès de ces personnes-là pour recréer des réseaux de soutien. Et pour ça, on opère 3 programmes chez Entourage. Le premier, c'est Entourage local, qui fonctionne à travers une application qui s'appelle donc Entourage. C'est le réseau de voisinage qui va permettre aux voisins avec ou sans domicile de s'entraider, de se donner des coups de pouce, de se rencontrer aussi à l'occasion d'événements de convivialité qu'on organise et donc de recréer du lien. Ensuite, il y a Entourage Pro qui, lui, va adresser le réseau pro, donc pour les personnes qui n'ont plus ou pas de réseau pro. Là, l'idée, c'est de permettre aux personnes de proposer ou de demander un coup de pouce professionnel. Donc, par exemple, tu peux aller sur Entourage Pro, proposer de relire un CV, de faire passer des entretiens blancs, etc., à des candidats qui sont et en situation de précarité économique et en isolement professionnel. Ok. Donc, ça, c'était Entourage Pro. Et le dernier né, depuis presque 2 ans, c'est Entourage Sport, qui va lui adresser le réseau affinitaire, donc à travers le sport, pour permettre aux personnes de reprendre une activité sportive et d'intégrer un club de sport. Ok, hyper clair. Bah, on va reparler plus en détail d'Entourage Sport parce que c'est de ça dont j'avais envie qu'on parle en particulier aujourd'hui. Mais les chiffres, ils sont hyper impressionnants. Alors, vous vous concentrez effectivement sur les personnes qui sont les plus isolées socialement, mais 11 millions de personnes en France, ça fait quand même un bon paquet de personnes. Et ne serait-ce que je suis dans un immeuble où il doit y avoir une centaine de personnes qui vivent, ça veut dire qu'il y en a quand même un bon paquet dans ceux-là qui faudrait que je dise un peu plus que bonjour tous les jours, quoi. Et ce phénomène, je pense il s'accélère. On constate que depuis le Covid, il y a vraiment des, cet isolement social, plus en fait un peu l'usage aussi du numérique, en vrai, quelque part, qui nous enferme un petit peu dans une sorte de d'isolement et on perd de plus en plus l'habitude d'aller interagir avec les personnes qu'on croise, nos voisins, comme tu dis, etc., etc. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'accentue et qui va être adressé, je pense, de plus en plus par au moins les pouvoirs publics. C'est essentiel. Avant qu'on rentre dans le détail d'Entourage Sport, toi, avant d'arriver chez Entourage, du coup, qui est une association, ce qui est quand même assez particulier dans le monde du produit, tu as travaillé, il me semble, chez Back Market et Se Loger. Est-ce que tu peux nous dire, très résumé, l'objectif, c'est pas de faire ton CV, mais quel a été ton parcours et surtout comment tu es arrivé justement à rejoindre une asso sur ces rôles-là? Alors effectivement, moi j'ai commencé ma carrière produit chez Sologer, donc chez sologer.com, il y a, waouh, je pense que maintenant bientôt 10 ans, où j'y suis Ça resté, ne rajeunit pas. ça ne rajeunit pas, j'y suis resté peut-être 5 ou 6 ans et j'ai adressé le produit B2B chez Sologer. Et ensuite, au bout de ces 5 6 années où j'ai énormément appris sur le produit, c'était aussi l'occasion pour moi d'avoir côté pro
un enfant, et donc qui dit enfant, je pense pour beaucoup de personnes, remise en cause ou remise en question de nos valeurs. C'était aussi le moment où on entendait beaucoup parler d'écologie, de justice sociale, etc. Et donc j'avais envie de concilier à ce moment-là et mes aspirations perso et ma vie pro. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint Back Market Ouais. donc à ce moment-là, et j'y suis resté à peu près 2 ans. Et c'était assez chouette parce que pour le coup, j'ai quitté aussi le B2B pour le pur B2C, euh, Ok. et je me suis occupé de toute la partie navigation et expérience client sur le site Back Market. Au bout de 2 ans, je vois que Entourage cherchait son directeur produit, et moi en fait je connaissais Entourage d'un point de vue perso depuis quelques années déjà, et c'est une asso qui me parlait énormément. J'utilisais les produits dans ma vie perso pour rencontrer des personnes à la rue, etc. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de à la fois quelque part de faire une sorte de gap d'un point de vue purement métier, donc passer d'un poste de PM à un poste de directeur produit, et aussi de passer aussi dans le monde associatif sur des sujets, je pense, qui m'intéressaient énormément à ce moment-là. Ok, hyper clair. Donc, tu étais utilisateur, tu faisais partie de la communauté entourage avant de rejoindre l'équipe. Hyper intéressant, Exactement. du coup, de, de, Mm. de voir les deux côtés de la pièce. Merci pour ce petit parcours condensé. Et c'est hyper intéressant. J'aime bien poser cette question parce qu'on n'arrive pas dans l'impact sociétal par hasard et on a généralement un cheminement qui nous y amène. Donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue et de voir cette évolution de se loger B2B, back market en B2C et puis entourage ensuite. Si on en revient à entourage social, entourage sport, comment est née l'idée d'entourage sport? Parce que vous étiez déjà du coup très actif sur la partie locale. La partie pro, on en a beaucoup entendu parler à l'époque, notamment avec le fameux Linked Out, euh, qui était forcément hyper parlant. Comment le sport, ça arrive dans, dans l'histoire d'entourage? Alors, je pense que le sport, c'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas une personne qui est arrivée en disant ah bah tiens, on va lancer Entourage Sport. Il y a plusieurs facteurs qui est inside, qui conduisent à ça. Il y en a principalement, je pense, trois. Le premier, c'est que tout d'abord, on faisait déjà un peu de sport quelque part sur Entourage Local, sur l'application. Il y avait des événements sportifs qui étaient organisés. Il y avait des groupes d'utilisateurs qui parlaient, qui racontaient, enfin, qui commentaient l'actualité sportive. Et on avait des partenariats sportifs. Donc, tu l'as évoqué notamment avec LinkedOut et le bateau Ouais. au nom de LinkedOut, skippé par Thomas Ruyant, mais aussi du sponsoring foot avec, du coup, on apparaissait sur le maillot du club de foot du Red Star à Saint-Ouen. Ok. Donc vraiment, il y avait déjà un écosystème quelque part sport où on voyait aussi les bénéfices de ce que ça pouvait apporter à notre communauté. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, il y a aussi l'expérience des personnes qui ont vécu à la rue et qui nous disent, notamment Mehdi, qui fait partie du comité de la rue, qui nous a dit, bah, moi quand j'étais à la rue, je squattais au square des Batignolles, j'ai fait du ping-pong au square des Batignolles à Paris, et je me suis fait des potes grâce au ping-pong. Et donc, ça nous a aussi permis de vraiment de, de, de conscientiser vraiment tout de suite l'impact que ça pouvait avoir auprès des personnes que nous, quelque part, on accompagne au quotidien. Et enfin, et Mehdi d'ailleurs qui en vrai a quand même pas mal poussé pour qu'on lance Entourage Sport. Et enfin, le troisième truc, c'est le fait que Entourage Sport, quelque part, est complètement en lien avec la mission d'entourage, le fait de redonner du réseau, etc. On avait déjà, comme on l'a dit, le voisinage, le pro. C'est l'opportunité pour nous de rajouter quelque part euh, d'adresser un autre réseau un autre réseau, donc là affinitaire à travers le sport, qui nous permettra peut-être demain d'adresser la culture ou autre, quoi. Vraiment, ces trois points nous ont permis aussi de nous lancer sur Entourage. Mentionner Mehdi qui fait partie du comité de la rue. Alors moi, je sais très bien ce que c'est parce qu'on en a déjà parlé et que je trouve le principe juste génial. Est-ce que tu peux, en 2 mots, réexpliquer le principe du comité de la rue et comment vous vous appuyez dessus? Ouais, c'est assez particulier, je pense, dans le paysage associatif. Le comité de la rue, c'est une sorte d'organe, une sorte d'équipe composée de personnes qui ont connu la rue ou qui vivent encore à la rue. Il y a des gens qui font partie du comité qui sont encore hébergés soit en urgence, soit qui sont encore à la rue, qui font partie de l'équipe entourage, vraiment dans l'organigramme. Et donc, quelque part, on aime à dire que c'est notre boussole éthique. C'est-à-dire que nous, tu vois, je t'ai raconté mon parcours. À aucun moment de mon parcours, j'ai connu
la rue, heureusement pour moi. Et du coup, c'est hyper important pour nous de faire avec des personnes qui justement ont connu ces situations de galère. Et donc, toutes les décisions qui sont prises par l'asso assez structurantes, tu vois, notamment lancer un nouveau programme, par exemple, doivent quelque part être à la fois co-construites avec le comité de la rue, mais aussi être validées par le comité de la rue. Mhm. Voilà, c'est notre boussole éthique. C'est hyper cool. Je la prends hyper souvent en exemple. On devrait avoir ce genre de petit comité d'utilisateurs les plus proches de la réalité. Je déteste le concept des personas parce que c'est complètement déshumanisé. Et je trouve qu'on devrait, même dans les boîtes, avoir des comités, alors pas forcément de la rue parce que c'est pas forcément notre cible, mais en tout cas des comités utilisateurs les plus proches de la réalité. Si on en revient à Entourage Sport, donc vous avez eu cette envie de créer ce programme parce qu'il y avait déjà des choses qui se passaient de manière informelle et la remontée de Mehdi. Comment ça se passe concrètement chez Entourage quand vous lancez ce qu'on appelle une phase de discovery sur un nouveau produit, parce que c'est un nouveau produit à 100%, et en plus un Mm. programme. La différence que vous avez par rapport à tout un tas d'autres produits, c'est que vous avez aussi une réalité associative à côté, avec des bénévoles, avec une équipe. Donc comment est-ce que ça se construit une phase de discovery, et s'il y a une vraie phase de discovery d'ailleurs, peut-être que c'est un peu différent chez vous. Alors, en fait, il faut que je fasse un peu travailler ma mémoire parce que je pense que ça remonte à avant d'ailleurs mon arrivée en 2022. En gros, l'idée, elle germe à ce moment-là, fin 2021, début 2022. On se dit, on a envie de lancer Entourage Sport. Et pour ça, en fait, il y avait deux conditions. La première, c'était de pas mobiliser encore plus les équipes et les staffs internes pour justement travailler sur ce programme-là et le développer, parce que c'est pas, et comme tu le dis, pas juste une fonctionnalité, mais un programme dans sa globalité. Et la deuxième condition, et c'est assez propre à l'associatif, c'est de faire financer ce programme. Quelque part, nous on vit de subventions, et donc faut quelque part le pitcher et financer un potentiel nouveau programme. Et donc à ce moment-là, on répond à un appel à projet, Impact 2024. On inclut, enfin c'était pas uniquement pour le programme, mais on inclut l'idée de développer un programme entourage sport. Donc on remporte Ok, cet appel à projet. Ellipse, ça nous permet de recruter une personne en CDD, donc Cécile, qui est quelque part la chef de projet sur entourage sport. ok, Et c'est elle qui va derrière mener avec évidemment des partenaires du staff la discovery sur le programme entourage sport. En fait, elle arrive et en fait, elle connaît rien au monde de la rue. C'est vraiment pas du tout son expertise. Elle connaît le monde du sport, mais pas du tout le monde de l'exclusion sociale, etc. Et donc, elle se met en partenariat avec Barbara, qui est une travailleuse sociale et qui est dans les équipes d'entourage sport, et Mehdi, le fameux Mehdi, pour justement monter en compétence sur les besoins des personnes en situation de précarité, les impacts que ça peut avoir. Et à ce moment-là, elle va interviewer, pardon, énormément de clubs de sport. Elle va interviewer énormément d'associations qui font déjà un petit peu de l'inclusion par le sport. Je pense notamment à Kaboubou qui organise des activités sportives en mixité entre riverains et personnes en situation de précarité, etc., ok, etc. Et pareil, on se trouve un autre sparring partner juste à côté des bureaux à l'époque dans le 18e qui s'appelle Championnet Sport et où on va co-construire avec eux justement le programme sport. Et donc, ok. 3 mois plus tard, on fait la synthèse un peu de tout ça. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la discovery, sauf si tu veux. Mais en tout cas, naît le programme Entourage Sport avec ses 3 principaux volets. Le premier, c'est permettre aux personnes d'assister à des événements sportifs, donc Coupe du Monde de Mhm. rugby, etc., de pratiquer une activité sportive et comment est-ce qu'elles vont derrière intégrer un club de sport dans la durée. Ok, Voilà. hyper intéressant, parce que j'imagine que avant Entourage Sport, enfin, il doit y avoir des initiatives locales en mixité, mais j'imagine que s'il y a des initiatives sportives d'associations dédiées aux personnes en précarité, c'est probablement très souvent uniquement des personnes en précarité, et c'est pas du tout du coup la volonté d'Entourage qui veut recréer du lien entre personnes en précarité et des personnes, des riverains, et sportifs, etc. C'est peut-être un peu décousu dans la réflexion, mais comment est-ce que ce point-là est abordé par les clubs? Parce que j'imagine que parfois ils peuvent se confronter à, si ce n'est des critiques, en tout cas des craintes de la part des membres. Et de manière générale, est-ce que c'est un élément qui a une incidence forte sur la manière dont vous construisez le programme et le produit?
C'était vraiment effectivement, tu fais bien de le souligner, c'était une de nos hypothèses assez fortes de dire que les clubs de sport, pour aller les adresser, fallait vraiment les sensibiliser très fortement sur c'est quoi l'exclusion sociale, c'est quoi le monde de la rue, c'est quoi les bénéfices derrière pour et le club et les adhérents du club à y intégrer et accompagner une personne en situation de précarité. Et en fait, en allant discuter avec eux, on se rend compte que quelque part, un club de sport, c'est une association euh, et qui aussi a des valeurs quelque part d'inclusion sociale. Moi personnellement, je fais du sport en club et c'est assez fou de se retrouver en fait avec des gens qui sont complètement différents de toi, qui ont pas du tout les mêmes métiers, etc. Et donc de base, il y a quelque chose de l'ordre de la mixité sociale qui s'y joue dans les clubs de sport. Ça finalement, c'est assez accepté par les clubs de sport, ce fait d'accepter la différence des gens. Et ensuite, il y avait d'autres points qui ont aussi attiré les clubs de sport à ce moment-là, c'était le fait de améliorer quelque part l'image du club de sport, de dire en tant que club de badminton, je ne sais pas quoi, j'accueille une personne en situation de précarité et on l'accompagne. En termes d'image, je pense Mhm. que ça a attiré les clubs, mais aussi derrière, ça a créé entre les membres une sorte euh, d'émulation, tu vois, et ça motivait quelque part l'engagement des bénévoles au sein du club de sport. Donc quelque part, il y avait un côté assez win-win de je rayonne en externe, mais aussi en interne, mes bénévoles sont encore plus motivés qu'auparavant parce que bah voilà, on fait une action qui est assez cool et qui motive tout à chacun. Après, je dis pas que c'est facile parce que un truc qu'on a découvert, c'est de pour intégrer une personne qui, par exemple, sort de la rue, bah ça se fait pas comme ça de manière assez Forcément. transparente. Il faut vraiment une sorte d'accueil, d'accompagnement. Et donc, de là est né aussi, à travers la Discovery, l'idée d'avoir une sorte de buddy, de parrain-marraine, qui serait Ok. désigné pour accompagner la personne et l'onboarder dans le club tout au long de son parcours. Ok, hyper cool. Hyper intéressant. Et effectivement, je pense que ça crée comme tu le dis, une émulation supplémentaire, une raison supplémentaire de s'investir dans le club dans lequel on est, parce qu'il y a ce vecteur commun, cette valeur supplémentaire qu'on vient ajouter. On a beaucoup parlé du coup de comment concrètement se déroule le programme et comment il commence à se construire du coup à partir de 2022. D'un point de vue produit, comment est-ce que ça se retranscrit? Alors je crois qu'il y a des choses qui sont sorties il y a pas très longtemps, mais du coup à quel moment le produit rentre en jeu là-dedans et comment il se construit autour de ça? En vrai, assez tardivement, hein. C'est vraiment aussi notre particularité où en fait, on part d'un constat qui est de dire que nous, on n'a pas énormément de moyens. On est une équipe tech et produit pour une asso qui est assez conséquente parce qu'on est 9 dans l'équipe, mais in fine, je pense que par rapport à d'autres orgas, c'est assez petit, notamment quand on doit piloter plusieurs supports et plusieurs produits. Donc nous, notre philosophie, c'est toujours de digitaliser crescendo et de faire du no-code au maximum. Donc vraiment, la fin, tu vois, genre de la discovery quelque part à la fin 2022, on se dit bon bah là on est content du truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un POC avec le moins de possible. Ok. Ce POC là, on décide de le lancer à partir de mai 2023, il me semble. En tout cas, période assez propice parce que c'est la fin de saison pour plein de clubs et donc ça nous permet de tester tranquillement euh, et on le fait sur un tout petit territoire, c'est Paris, avec des clubs de sport qu'on connaît déjà. On va aller mobiliser la fédération de badminton, on va mobiliser la fédération sport pour tous. Bénéfice d'ailleurs, parce qu'elle proposait cette fédé plein de sports différents. Ok. Pour le recrutement des pratiquants, on va aller puiser dans notre communauté à travers l'application mobile et au travers d'un partenaire associatif qui s'appelle Aurore, donc il y a une structure sociale qui accompagne des personnes en situation de précarité pour justement recruter nos futurs membres. Après ce recrutement, le matching il se fait de manière complètement artisanale. Donc, les personnes, elles venaient passer un entretien chez nous, on les interviewait pour savoir si elles étaient aptes à faire une activité sportive, on les interviewait sur l'activité qu'elles avaient envie de faire, et suite à ça, bah, on allait chercher un club qui correspondait à leur Ok. envie. En termes d'outils, c'est Typeform et Google Sheet. Il n'y a même pas un Airtable derrière, qui nous permet en quelques mois d'inscrire une trentaine de personnes dans des clubs de sport et Ok. d'avoir des résultats sur quels sont les impacts sur les personnes, quels sont les impacts sur les clubs de sport. Et
à septembre-octobre 2023. On se rend compte qu'on a toutes ces personnes-là qui sont impliquées dans le programme. On se rend compte des impacts qui sont assez forts hein, d'ailleurs sur les personnes en situation de précarité, sur leur santé mentale, sur la confiance en eux, sur le fait de se remobiliser, de faire de nouvelles rencontres, etc. Très très fort. Ouais. Et côté club, un peu ce que je te disais, en fait, ça, c'est aussi les apprentissages qu'on a eu tout le monde est content d'intégrer une personne. D'ailleurs, tout le monde n'est pas forcément au courant que le membre est en situation de précarité. On n'a Ouais. pas envie Il y non a plus une de question de stigmatiser. confidentialité aussi, forcément. Exactement. Et d'horizontalité. Et les clubs de sport sont assez souscrivent en fait au message qu'on a envie de leur faire passer. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit bon bah ok, ça prend. On va commencer à aller un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus hein, en termes de digitalisation. On ouvre le territoire de Paris à l'Île-de-France. Ouais. On veut avoir un peu plus de clubs, un peu plus de membres, et du coup pour ça, on va aller scraper tous les sites des fédérations sportives qu'on a en tête pour avoir les contacts des clubs de sport, leur balancer une campagne mail et les démarcher quoi. En gros, vraiment faire mon travail de prospection. Côté membres, on va aller contacter plus de partenaires structures asso, quoi. Ouais. On passe de Aurore à d'autres structures. Et ça nous permet bah, voilà, d'accompagner au fur et à mesure un peu plus de monde, un peu plus de pratiquants, etc. Et après, en fin 2023, pardon, on se rend compte que ça prend vraiment bien. Les JO, c'est dans quelques mois. Ouais. On sait que associé aux JO, il y a vraiment un message assez général sur l'inclusion à travers le sport, que ça allait à la rentrée, donc en septembre 2024, drainer beaucoup plus de monde, de pratiquants, des clubs qui vont vouloir aussi s'investir dans ces messages d'inclusion sociale. Et donc c'est là où on se dit bah c'est la fenêtre parfaite pour vraiment ouvrir le programme publiquement quoi en gros et communiquer là-dessus. Mais pour ça, fallait pour le coup qu'on digitalise Un beaucoup peu plus plus. ouais le programme. Et donc on a passé ouais, 3 mois à vraiment tout migrer, tous les process métiers, le suivi, le matching, l'inscription dans nos outils internes, donc c'est-à-dire dans Salesforce. On a fait 2 LP assez rapides, rattachés au site Entourage Social pour proposer des activités, enfin afficher des activités sportives, permettre aux gens de s'inscrire et aux clubs nouveaux, on va dire, de rejoindre le programme. Ok. Et c'est vraiment tout ce qu'on a fait pour le moment sur le programme d'un point de vue produit. Et là, c'est là où on en est. Et là, pour le coup, il faut qu'on pense à comment est-ce qu'on va intégrer ce programme-là dans nos produits existants. Ouais. Et notre hypothèse à nous, notamment pour les personnes en situation de précarité, c'est qu'on va pas créer une nouvelle plateforme, créer un nouveau produit, histoire de pas brouiller, on va dire, le paysage digital pour notre communauté. Ouais, j'imagine qu'il faut que l'expérience soit la plus fluide et la plus complète possible. Parce qu'effectivement, j'imagine qu'une énorme partie des futurs utilisateurs d'Entourage Sport, c'est des personnes qui sont déjà utilisatrices d'entourage local et d'entourage pro, alors surtout d'entourage local de manière évidente, Exactement. entourage pro peut-être dans une moindre mesure. C'est une super transition, parce que je me posais la question, comment vous avez 3 programmes, euh, 2 produits plus un POC qui est plus qu'un POC aujourd'hui, mais qui va falloir intégrer. Comment toi tu articules justement la gouvernance sur tous ces produits? Tu disais vous êtes 9 dans l'équipe produit et texte. Enfin, beaucoup pour une asso effectivement et beaucoup par rapport à plein d'orgas, mais pour 3 produits différents, c'est très peu. Comment tu fais les arbitrages entre les 3? Comment tu organises ton équipe finalement? C'est assez intéressant parce que de manière assez globale, chez Entourage, on a fait une réorg de l'organigramme là, où en fait auparavant les équipes elles étaient vraiment splittées par programme. Il y avait l'équipe entourage local, il y avait l'équipe entourage pro, que ce soit d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue support, c'est-à-dire donc tech, produit, com, etc., marketing. Et en fait on se rendait compte forcément des silos que pouvaient exister, enfin qui existaient entre les différentes personnes et les différents programmes, des communautés qui vivaient à part. Et nous, comme tu le disais, on voulait créer les ponts, puisqu'en fait un utilisateur est finalement multi-casquette au niveau des programmes. Et donc aujourd'hui, les équipes opérationnelles sont organisées par cible, on va dire. Tu as les OK. personnes qui vont aller adresser les riverains et les personnes qui vont aller adresser les personnes en situation de précarité. Ça, c'est vrai pour les équipes Ops, mais ce qui est pas du tout vrai pour les équipes
pour l'équipe tech et produit, nous, on est resté donc par programme. Donc, c'est-à-dire que tu as un PM sur entourage local, une PM, pardon, et une autre PM sur entourage pro. Ok, Enfin, la PM qui est sur entourage local, pour le moment, travaille aussi sur entourage sport. ok, On n'a pas vocation à recruter de nouvelles personnes. Et du coup, nous, on s'organise toujours par programme avec des devs associés et en transverse, une product design et une data analyst en apprentissage, pardon. très clair. Et ça semble effectivement assez logique finalement comme organe. Enfin, je fais beaucoup de parallèles avec ce qu'on peut retrouver sur une marketplace, parce que moi j'ai beaucoup connu par le passé. Finalement, tu as des équipes Ops effectivement qui sont focus sur leur audience, parce qu'il faut la connaître parfaitement et que les problématiques sont très différentes. Mais finalement, côté produit, tu as aussi besoin d'avoir la double vision. Et moi, je trouve toujours ça hyper intéressant de se dire que quand tu es sur un produit type marketplace, même si on en est très 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 très, très loin là et qu'on parle pas du tout de vente de marchandises ou quoi que ce soit, d'avoir justement d'être en capacité de bien comprendre l'expérience des deux côtés pour un PM et pour un designer, etc., pour être vraiment dans le concret sur ces sujets. Ok, donc au final, vu que tu as des PM qui sont dissociés, tu as des roadmaps pour chacun des programmes et tu évolues de cette manière. Par contre, tu disais que donc c'est la même PM qui travaille sur entourage local et entourage sport. Mhm. J'imagine qu'entourage local, il y a beaucoup moins de boulot parce que c'est un truc qui est rodé, qui tourne. Mais comment, justement, elle est l'arbitre entre les deux? Ouais, c'est hyper récent ça. Je pense que elle a repris la gestion d'entourage au sport il y a peut-être même pas un mois. Pour le moment, la roadmap elle est hyper rodée comme tu dis effectivement sur entourage local. Et là pour le moment, on a encore la chance d'être en discovery sur comment est-ce que le programme entourage sport va s'intégrer. Et en termes de comment dire, en termes de développement, étant donné que je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit aussi que ça se passe, tu vois, dans l'escarcelle de l'application, dans cet écosystème-là. Donc, à mon avis, ça viendra rejoindre le run Le d'entourage roadmap, quoi. local. Ouais. Pour le moment, c'est ça. À voir si, tu vois, on est beaucoup dans cette logique de, tu vois, on intègre et on voit comment est-ce que ça évolue. Si demain on se rend compte qu'il y a de trop forts besoins sur entourage sport, qu'il faut créer un nouveau produit, je ne pense pas, etc. Bah, je pense qu'on s'organisera un petit peu différemment. Mais pour le moment, il n'y a vraiment aucune raison à ce que ça sorte de son périmètre, notamment parce qu'il y a des grosses synergies à avoir entre l'app et ce qu'on propose d'un point de vue sport. Finalement, c'est juste une brique supplémentaire, le programme qui vit dans la comptoir. Exactement. Hyper clair. Je vois le temps qui file. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que vous aviez très vite constaté qu'il y avait un vrai impact à la fois sur les clubs de sport et à la fois sur les personnes qui en bénéficiaient. C'est quoi les KPI que vous suivez? Et s'il y a quelques chiffres que tu peux nous partager, même si on est encore dans une phase très récente, mais j'imagine qu'il y a plein de trucs que tu suis et que tu peux déjà avoir quelques insights. Ce que nous, on va regarder d'un point de vue impact, c'est plusieurs choses. Quels sont évidemment le nombre de personnes qui vont rejoindre, qui vont s'inscrire. C'est quoi le Mhm. nombre de clubs qui va assister à un webinaire et ensuite se transformer en club adhérent, participant au programme. Et ensuite, ce qu'on va aussi regarder, c'est aujourd'hui, le temps que ça prend pour une personne de rejoindre le programme, mais aussi Ok. le temps que ça prend pour le staff d'intégrer une personne. Parce que l'idée, justement, c'est de réduire au maximum ce temps-là. Donc, typiquement, aujourd'hui, une personne côté Ops va passer 5 heures par semaine à intégrer une personne dans le programme. Ok. Finalement, c'est assez long parce que il y a un entretien, il y a lui trouver un équipement, il y a vraiment des choses assez pratico-pratiques Ouais. à trouver, quoi. Et ensuite, donc vraiment ça, c'est du suivi d'activité. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est l'impact que ça a auprès des personnes, d'un point de vue, on va dire, plus sur la partie qualitative. On en parlait tout à l'heure, la confiance en soi, la remobilisation, le fait d'être mieux d'un point de vue santé mentale, etc. Donc, c'est des choses qu'on va aller mesurer aussi, évidemment de manière moins fréquente et moins automatisée. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect et quanti et quali qu'on va regarder. Donc là, pour le moment, on a depuis le lancement officiel, donc en septembre Ouais. 2024, on a à peu près 100 personnes qui ont intégré le programme en termes d'adhérents. Donc c'est hyper récent. Et d'un point de vue club, on a une centaine de clubs partenaires, Ok. mais que sur la région Île-de-France. Et donc l'idée, pardon, je t'en ai pas parlé, mais en fait l'idée aussi en ce moment, c'est
Le fait d'avoir tout intégré, etc., bah, c'est de le reproduire dans d'autres villes, donc notamment à Lille. Et pour le moment, tu vois, c'est là où ça nous laisse un peu de marge aussi, d'un point de vue produit, de réfléchir à est-ce que ça va s'intégrer, puisque en fait le boulot sur la prochaine année à venir, c'est comment est-ce qu'on va essaimer dans d'autres territoires. Ouais, c'est le gros enjeu maintenant, c'est de dépasser le cercle parisien. Tu disais du coup une centaine d'adhérents pour une centaine de clubs. Alors j'imagine que c'est pas un adhérent par club et qu'il y en a probablement certains qui n'ont pas encore trouvé d'adhérents et d'autres qui en ont plusieurs. Ça fait un effet boule de neige. Des clubs qui étaient OK pour accueillir une personne qui en fait en accueille beaucoup plus parce qu'ils se rendent compte justement de l'impact aussi pour eux. Beaucoup plus, non, pas pour le moment, parce que je pense que en fait, ça prend à la fois du temps et à la fois ça nécessite beaucoup de riverains pour accompagner une personne en situation de précaire, hein. Pour se reconstituer un réseau, en vrai, ça mobilise énormément de monde. Enfin, c'est pas que je pense, il y a des clubs qui ont intégré deux, trois pratiquants, mais qui le renouvellent à chaque saison. Pour le moment, on ne sait pas encore. À voir comment est-ce que ça va prendre. En tout cas, les retours pour le moment sont assez positifs parce que pour les clubs, ça reste quand même assez indolore. Là où ça pêche, on l'a pas précisé, c'est que la licence, en fait, elle est quelque part à la charge d'entourage. Ouais. Donc il y a aussi de notre côté le challenge d'aller faire financer, on va dire, l'intégration de ces nouveaux adhérents. Ouais, forcément, c'est un enjeu. Plus vous aurez de participants à ce programme, plus ça vous coûtera cher, sauf à soit trouver effectivement des subventions dédiées, soit peut-être travailler avec les fédés pour qu'elles soient un peu plus light là-dessus. Mais j'imagine que c'est un sujet Ouais. hautement complexe. Hyper intéressant du coup de voir que vous vous déployez dans différentes villes. Est-ce que tu penses que vous allez avoir des problématiques hors problématiques ops, qui forcément demandent potentiellement plus de monde, même si parce que ce délai de 5 heures, de 5 heures par semaine dont tu parlais, qui est colossal à l'échelle d'une boîte, beaucoup plus habituel, je pense, à l'échelle d'une asso. Est-ce que tu vois arriver d'autres problématiques que vous pourriez avoir liées à cet essaimage? Bah, nous, dans nos objectifs, qu'on se donne, c'est que d'ici 2026, on soit en capacité d'intégrer 1000 personnes dans des clubs de sport. Et que du coup, aujourd'hui, les problématiques qu'on rencontre, c'est d'un point de vue produit, en fait, la question a été orientée. C'est de se dire comment est-ce que on va permettre au club de sport d'avoir une interface qui va permettre de gérer les inscriptions. Parce qu'en fait, on veut plus passer de temps, évidemment, parce que sinon, jamais on va avoir ces 1000 personnes dans les clubs, ça marchera pas. Donc, comment en tant que club de sport, je peux gérer l'inscription, tu vois, des personnes qui arrivent à travers une interface qui aujourd'hui n'existe pas. Comment est-ce que cette interface-là va vivre? J'imagine que c'est sur l'app ou autre, mais j'imagine beaucoup que c'est sur l'app. Comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça va Mmh. se mêler à ce qui est déjà existant et ce qui est déjà touffu. Donc aussi, qu'est-ce qu'on va enlever ou masquer côté application mobile. Et ensuite, est-ce que en tant que pareil que club de sport, on va leur faciliter la vie à publier leurs différents créneaux et leurs différentes activités. Et c'est un frein qu'on constate dès aujourd'hui, c'est que c'est le staff qui aujourd'hui publie les différents créneaux. Ouais. Et parce qu'en fait, juste un club de sport, soit c'est trop petit, soit les mecs ils ont pas le temps de le faire eux-mêmes, quoi. Comment est-ce qu'on, d'un point de vue digital, on arrive à faciliter ce travail-là? Et côté pratiquant, c'est vraiment pareil. Comment est-ce qu'on s'assure, nous, que chez Entourage, on arrive à bien qualifier les personnes, sachant que ça sera jamais full digital, c'est impossible, parce que là on parle de l'humain et que si on veut passer moins de temps, comment est-ce que aussi le digital arrive à aider le fait que les personnes qui vont s'inscrire au programme sont aptes, ont la tenue qu'il faut, sont en bonne condition physique pour, etc., etc. Ouais, il y aura toujours une limitation humaine nécessaire, enfin, qui est indispensable dans votre secteur. Mais ça me fait beaucoup penser, ces problématiques de scalabilité, à ce qu'ont pu vivre des boîtes, enfin des boîtes et des assos, comme Chance, par exemple, qui était la semaine dernière à la cérémonie des Product Awards, qui mentionnait que voilà, c'est une entreprise, les problématiques sont pas tout à fait les mêmes, mais que le fait d'avoir scalé leur programme 3 minutes, Pour les autres, 3 minutes pour les autres, merci, je l'avais plus. Ça leur avait permis de démultiplier le nombre de personnes qui en bénéficiaient et l'association Article 1
qui de la même manière en fait a vu le pouvoir du digital pour toucher beaucoup plus de monde. Et c'est vraiment un sujet que moi j'essaye de creuser aussi parce que c'est à mon sens pour ça qu'on a besoin d'avoir du produit et du digital dans des causes sociétales, parce que ça permet de démultiplier ce qu'on peut faire avec une équipe d'une dizaine, centaine dans une asso. Donc hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, mais effectivement il y a une dimension humaine qui reste hyper centrale et bien au contraire il faut pas la diminuer, il faut même dégager plus de temps pour pouvoir passer du temps sur les humains. Bah, c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Alexia d'Article 1 il y a peut-être 2 semaines ou un mois sur le fait que on traite tellement des problématiques d'humains assez lourdes nous on adresse des personnes qui sont soit ont des parcours de vie cabossés, soit sont éloignées du numérique tout court, que derrière pour les garder dans la communauté, pour les remobiliser, etc. Il y a besoin forcément de temps où ils vont rencontrer soit du staff, soit d'autres membres de la communauté, soit des bénévoles, des moments où on va des temps d'animation, des temps de remobilisation, tu vois, qui sont nécessaires euh, aujourd'hui pour faire en sorte que derrière les personnes se remobilisent et utilisent à leur plein potentiel le digital. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que tout ce qu'on fait d'un point de vue produit chez Entourage ne peut pas exister sans tout ce que fait l'équipe Ops et sans tous les temps de rencontre qui existent aujourd'hui et qu'on organise. C'est vraiment indispensable et c'est aussi bien en ligne avec quelque part notre vision qui est de dire qu'en fait, nous, on met un support digital au service de l'humain et que du coup, bah, forcément, pour être cohérent avec ça, il faut vraiment qu'il y ait de l'humain en bout de chaîne, quoi. Est-ce que c'est ça, tu dirais, la principale différence entre développer un produit, soit dans une asso, en tout cas un produit social, versus un produit commercial standard, où tu vas pas forcément avoir ce besoin d'humain aussi prononcé? Ouais, il y a ça, très fortement. Et après, il y a d'autres différences hein, qui existent aussi, qui est de dire que bah, nous, et on parlait d'impact tout à l'heure, nous, on n'a pas des objectifs de revenus, mais par contre, on a des objectifs d'impact social sur les personnes, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que, évidemment, que les personnes utilisent nos produits, mais in fine, tu vois, je prends l'exemple de l'application. Si il y a une personne à la rue qui fait une demande, je sais pas, d'une paire de bottes, qui la trouve, mais et qui ensuite n'utilise plus l'application, mais qui derrière se dit que grâce à ma paire de bottes, j'ai rencontré une personne avec qui je suis resté en contact, grâce à qui bah, j'ai reconfiance en l'avenir, où je me sens remobilisé, etc. Bah, quelque part, c'est un impact social de Double fou effet. pour un usage derrière one shot, tu vois. Et, enfin, c'est jamais aussi simple que ça, mais c'est Bien très sûr. bien. Et c'est une des différences, je pense, qu'on a côté asso par rapport à d'autres boîtes, c'est l'impact sur le social, quoi, en gros, sur la remobilisation des personnes. Et peut-être un truc plus pragmatique et que j'ai trouvé assez compliqué quand je suis arrivé, c'est comment est-ce qu'on arrive. Tu vois, on parlait tout à l'heure de le fait de devoir financer bah, tout ce qu'on fait. Donc répondre à des appels à projets, aller pitcher auprès de fondations, d'entreprises, notre vision, nos fonctionnalités, nos programmes, etc. Et souvent, ces structures ont besoin d'une vision à 3 ans. Souvent, je suis quelque part dans l'obligation de dire, bah, dans 3 ans, à quoi va On en ressembler sera là, l'application? Et je suis incapable, tu vois, de dire juste à quoi ça va ressembler parce on est dans des cycles complètement différents. bien Et sûr. ça, c'est assez différent, je trouve, de ce qu'on peut avoir dans une structure classique. Effectivement, on a plutôt tendance à essayer de se battre pour avoir une roadmap la plus short terme possible, et toi, tu dois te projeter sur 3 ans. J'imagine qu'il y a il y a beaucoup de différences entre le discours et la réalité, Je te le mais confirme. effectivement, c'est pas le même sujet. Belle transition encore une fois. Pour terminer, est-ce que t'as eu un parcours du coup hyper graduel vers l'impact, mais parce que c'était aussi quelque chose de très fort dans tes valeurs à toi. Moi, je suis convaincue qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'avoir ce genre de parcours et de se tourner vers, sans forcément les travailler dans des associations, mais en tout cas se tourner vers plus d'impact sociétal. Quel conseil tu donnerais avec tes plus de 10 ans d'expérience dans le produit et 3 ans côté entourage? Je peux donner des conseils qui se sont appliqués à moi. En tout cas, dans le cadre d'entourage. J'aurais pas la Ouais, prétention, tu vois, de dire aux gens ce qu'il faut faire. Mmh, Moi, j'aurais tendance à dire, et je pense que ça a l'air assez basique, mais et on en parlait tout à l'heure, le fait de vraiment co-construire avec les personnes, vraiment dans le sens
faire avec et pas faire pour, vraiment d'être Mmh. dans cette posture d'horizontalité, parce que bah, nous, on n'a pas connu le monde de la rue, on n'a pas, euh, on n'a pas eu des parcours cabossés, au contraire, etc. Donc c'est vraiment hyper important de co-construire tout ça avec les personnes qu'on souhaite adresser. Donc d'un point de vue bénéficiaire entre guillemets. Et je pense qu'il est aussi hyper important, notamment dans le secteur social, enfin associatif, de co-construire avec bah, les autres structures asso ou autres structures sociales pour bah, créer des synergies, parce que il y a très souvent on se rend compte qu'on a tous envie de faire la même chose pour des publics différents, mais in fine en fait on fait la même chose. Donc tu vois typiquement de créer des ponts entre les différentes assos pour mettre à dispo des outils, s'entraider, etc. Notamment parce on a des moyens limités, donc autant faire en sorte que ça serve aux autres. Tu vois, typiquement la plateforme Entourage Pro, là on va l'ouvrir à d'autres assos qui accompagnent des personnes en situation d'isolement professionnel, précarité éco, parce que bah, elles n'ont pas forcément nos moyens à nous, et donc c'est important de partager tout simplement. Et ensuite, je pense qu'il y a un conseil qui est aussi lié au fait qu'on a beaucoup moins de moyens que les autres. C'est, et on l'a dit tout à l'heure, de privilégier au maximum tous les outils no-code. C'est encore plus facile de nos jours pour tester des choses avant de se lancer dans des gros développements. Je pense qu'on a, nous, un des échecs, enfin, c'est pas vraiment un échec, mais une des erreurs que j'ai pu commettre moi en arrivant, c'est de me lancer tête bêche sur une grosse refonte de l'application qui a pris énormément de temps. Avec le recul, tu vois, j'aurais utilisé des outils. Bah, justement, on apprend de ses erreurs avec Entourage Sport. Bah, voilà, on fait le plus minimum possible avec des outils no-code. Je pense que c'est hyper important de tester l'appétence et la traction sur ces outils avant de passer du temps à, à développer des choses. Et enfin, d'utiliser son produit, de participer à la vie de son asso. Tu vois, typiquement, moi, j'aime beaucoup faire les karaokés, les soirées karaoké. Je pense qu'à Lille, j'ai beaucoup moi, apprécié le petit-déj solidaire, la Wazem, qui se tient Ouais, toutes les semaines. C'est aussi des moments où, voilà, à la fois, tu vas rencontrer les personnes que tu adresses, et à la fois, tu vis des moments assez forts. Tu vois, l'impact social dont on parlait tout à l'heure, bah, c'est aussi important de le vivre soi-même, de changer de regard, nouvelle vision du monde, d'être plus empathique, d'être plus à l'écoute, etc. Bah, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on s'applique à soi-même aussi. clairement. Et je pense que ça vaut dans le monde associatif, c'est clair, mais ça vaut aussi, il y a énormément de produits, de start-up ou de grands groupes qui adressent des publics, très différents des nôtres. Et on parle beaucoup de la diversité des équipes, mais on sait qu'il y a des freins là-dessus et malheureusement, c'est pas un sujet qu'on va résoudre du jour au lendemain. Donc, s'appuyer sur, et aller vivre l'expérience et avoir, des comités, type comité de la rue, c'est à mon avis, ça fait partie des vraies solutions sur le sujet. Merci beaucoup Alexandre, Merci Hélène. plein de succès sur Entourage Sport et puis, hâte de voir ça essaimer, dans toutes les villes de France. Merci.